Arnaud Burgot, donc le directeur général d'Ulule et un membre du conseil d'administration de Financement Participatif France. Et donc je vais animer aujourd'hui une table ronde sur l'internationalisation des plateformes françaises. Donc je vais inviter à me rejoindre sur la tribune Benoît Bazocchi, qui fait partie des membres fondateurs de la FIP et fondateur de Smart Angels, Reid Feldman du cabinet d'avocats Kramer-Levin, Oliver Gadja de l'European Crowdfunding Network, Alain Piton de Paris Europlace, Arnaud Poissonnier de Babylone et Sébastien Raspillier de la Direction Générale du Trésor. Donc on a un sujet qui est assez copieux, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, qui intéresse beaucoup les professionnels et les observateurs, qui posent pas mal de questions. Celui de l'internationalisation. Donc je pense qu'on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Je vais peut-être d'abord demander à chacun des intervenants de se présenter brièvement pour que vous situiez un peu les différents univers dans lesquels ils travaillent. Et puis ensuite, on commencera tout de suite par des questions assez précises sur ces problématiques d'internationalisation. Voilà, Benoît, si tu veux bien, je veux bien que tu prennes la parole. On va essayer d'être assez court, hein, peut-être 1 minute maximum par personne pour se présenter, ce que vous faites et dans quoi vous travaillez. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je suis Benoît Bazocchi, donc le fondateur de Smart Angels. Smart Angels, c'est une plateforme d'equity crowdfunding qui a été lancée début 2012, qui a financé une quinzaine de projets pour un peu plus de 8 millions d'euros maintenant. On a historiquement un statut de conseiller en investissement financier qui va bientôt devenir, je réponds à Nathalie, un statut de conseiller en investissement participatif, on l'espère. Et je suis par ailleurs président de l'Association française de l'investissement participatif, qui regroupe une vingtaine de plateformes d'equity crowdfunding et ce qui nous a permis de travailler avec FPF sur un certain nombre de sujets, notamment réglementaires, sur les années qui viennent de s'écouler. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci. Bonjour à tous. Sébastien Raspiller, sous-directeur financement des entreprises, marché financier à la Direction Générale du Trésor. On fait beaucoup de choses, mais notamment le cadre de régulation du crowdfunding qui est entré en vigueur au 1er octobre, notamment sur la partie titres et en collaboration avec mes collègues sur la partie prêt. Merci beaucoup. Alain Piton, secrétaire général de Paris Europlace. Paris Europlace, c'est une association qui a été créée il y a 21 ans maintenant pour promouvoir la place de Paris en France et à l'étranger. Et place financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire les établissements financiers, bien évidemment, quels qu'ils soient, y compris les nouveaux acteurs, mais aussi bien sûr les entreprises, les grandes comme les petites. Et Paris Europlace est présidé par Gérard Mestralet, avec évidemment pour nous beaucoup de sujets en ce moment sur le financement de l'économie, avec nos amis du Trésor en particulier. Bonjour, and I will have to speak English. This is a panel on internationalization, so we change now the topic and we will speak in English because unfortunately I can't speak French. My name is Oliver Geider. I'm the chairman for now of the European Crowdfunding Network. We are the Pan-European Association of Crowdfunding Platforms based in Brussels, and we have been discussing with European policymakers on national and European level about crowdfunding for now 3 years. Reid Feldman, cabinet Kramer-Levin. Nous sommes, vous savez, je pense maintenant, des avocats français. Nous sommes très actifs dans ce domaine, mais aussi à l'international. Et le sujet qui nous intéresse nos clients et, je pense, intéresse tous les acteurs ici parce que c'est critique pour l'avenir de cette activité de finance participative. L'internationalisation, c'est essentiel. Merci, bonjour à tous. Donc moi je suis un espèce de truc préhistorique dans la finance participative. Je suis Arnaud Poissonnier, puisque je suis l'un des premiers à avoir essayé de lancer un truc en France, mais je suis pas le premier, je suis le deuxième, donc je suis pas totalement préhistorique, puisque le premier c'était My Major Company. Moi j'ai lancé il y a 6 ans Babylone, donc qui est devenu le premier site européen de financement participatif de microcrédit. Et donc Ulule, que je représente aujourd'hui, je vais animer la table ronde. On est un des principaux sites de financement participatif dit de dons aujourd'hui, donc qui est de 560 000 utilisateurs, 24 millions d'euros collectés pour 6 600 projets. Première question. Alors les questions, je vais les faire en français et en anglais aussi pour Oliver. Je vais essayer de pas trop faire Nelson Montfort, mais ce sera quand même plus simple pour Oliver. C'est une question sur l'internationalisation. Est-ce qu'on pose ça comme une obligation ou finalement est-ce que c'est absolument nécessaire que les plateformes françaises s'internationalisent? Is it
truly and absolutely necessary that a French platform go international. Et alors c'est Benoît à qui j'ai envie de passer la parole là-dessus, parce que notamment sur les plateformes en equity, parfois on entend que ça peut rester entre guillemets des petites boutiques qui peuvent avoir un modèle économique en restant avec une taille restreinte. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Quelle est ta vision du coup, Benoît, là-dessus? Oui, mais je crois qu'on parle beaucoup d'internationalisation, effectivement, et ça me semble un sujet indispensable pour les plateformes françaises. Si on regarde un peu ce qui se passe au plan international sur le crowdfunding, on voit des plateformes qui sont gigantesques à apparaître partout dans le monde, avec des acteurs des pure players web qui lancent des plateformes, comme par exemple Alibaba, qui est le géant du e-commerce chinois, qui a annoncé récemment le lancement d'une plateforme de prêt. Ils annoncent, donc c'était en début d'année, ils annoncent en fin d'année, donc en quelques mois d'activité, 1 million de membres sur leur plateforme, et ils prévoient 160 milliards de dollars de flux à horizon 2016. Par ailleurs, Google est actionnaire de 3 plateformes de crowdfunding, 2 d'equity, une de prêt, et on voit comme ça les signaux se multiplier, que des géants mondiaux apparaissent sur le secteur. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un mouvement qui est plus large que le crowdfunding, qui est la digitalisation du secteur financier. Et je crois que quand on parle de digital, puisque fondamentalement les plateformes de crowdfunding sont des startups digitales, on parle forcément d'effets d'échelle et d'activités au plan à minima continental. Donc ça me semble important. Si on veut que demain, on parle quand même du financement des entreprises, on parle de la gestion de l'épargne des particuliers. Si on veut que demain, on ait toujours des acteurs français dans la course, qui est quelques plateformes qui s'internationalisent. Arnaud Poissonnier, sur la partie prêt, c'est quoi la vision que tu as? Au-delà même de la partie prêt, moi j'ai un souvenir, donc à l'époque on était encore gamin chez Babylone, c'était en 2010, et si vous vous souvenez, à Paris, le gouvernement Sarkozy avait organisé le IG8. Donc c'était la réunion des grands pays développés sur la thématique de l'Internet. Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait 2000 personnes aux Tuileries. En fait, c'est un truc de dingue. Je sais même pas comment j'avais été invité. Il y avait une conférence où il y avait Eric Schmidt, le CEO de Google à l'époque, et qui disait cette formule que j'ai retenue et qui se prête très très bien à notre problématique du jour, qui était de dire dans l'Internet, il n'y a que des global winners et des local losers. Et tout était dit en 4 mots. Clairement, c'est valable pour la finance participative, c'est valable pour l'Internet en général, mais c'est ce que tu dis, Benoît, c'est que dès lors qu'on n'est pas en capacité, quand on est dans l'Internet, de devenir un acteur global, on est condamné soit à crever, soit à être un petit machin qui tricote dans son coin. Et donc, on est en face de cette problématique, elle est tout à fait énorme. Alors nous, sur le sujet du prêt, bon, moi je suis sur un domaine un petit peu particulier, je suis pas sur le prêt commercial comme on voit ces plateformes aux États-Unis ou en Chine. Nous, on est sur le prêt solidaire, donc un truc quasi humanitaire, etc. Mais néanmoins, dans notre métier, aujourd'hui, il y a 20 plateformes de crowdfunding de prêt solidaire dans le monde, enfin, pas de prêt solidaire au sens de Hello Merci, mais au sens microcrédit. Eh bien, quand on regarde le leader, c'est un global winner. C'est Kiva, bien entendu, qui s'est lancé il y a une dizaine d'années. Kiva, aujourd'hui, c'est 1 500 000 membres, c'est 500 millions de dollars de collecte, c'est 1 million de prêts cumulés qui ont permis de financer plus d'1 million de projets. C'est un acteur global, il est en train de ramasser tout le marché, avec des effets d'accélération quand vous atteignez un certain nombre de tailles critiques qui sont tout à fait impressionnants. Donc nous, on est confrontés à ça. Alors, il s'avère que Kiva, on est potes avec eux. Mais néanmoins, on a cette question de se dire, mais si nous, également, on ne devient pas un vrai numéro 2 mondial, quand je dis un vrai, nous, on est un peu franchouillard, mais si on ne devient pas un vrai numéro 2 qui soit un vrai acteur global, c'est vrai qu'on est quelque part, on est en risque. Et donc, on n'a pas le choix, on est obligé de se développer à l'international. Alain Piton, sur cette question-là, parce que pour les acteurs du web, c'est peut-être une évidence. Qu'est-ce qu'en pensent, je dirais, des acteurs qui sont plus de la finance un peu plus classique, mais qui sont là pour aider ce type d'acteurs également? Merci. Je vais évidemment pas dire le contraire. Je crois que ça a été très bien dit sur la nécessité de l'internationalisation. D'ailleurs, ça me fait penser à la table ronde précédente où je voulais réagir aussi par rapport à ce qui avait été dit. Il y avait un peu l'inquiétude de
que la finance participative allait perdre son âme en se développant, en se professionnalisant, etc. Je crois que c'est exactement le contraire. C'est parce que, et on le voit ce matin depuis la matinée, parce qu'il y a ces talents, parce qu'il y a cette innovation, ce serait dommage qu'on ne profite pas de ce mouvement, qu'on n'en fasse pas profiter de cette expertise à l'étranger. Et donc je crois qu'il y a un vrai enjeu pour nous là-dessus. Et je ne crois pas du tout qu'on soit dans une logique finalement d'éviction de certains acteurs parce que la finance dite classique ou traditionnelle va investir ce domaine-là. Je crois au contraire, là encore, on le voit bien dans tous les domaines, la finance dite traditionnelle, encore je mets les guillemets, elle est bousculée aujourd'hui par plein de sujets, elle est amenée à réagir. Donc n'ayons pas peur, ne raisonnons pas en silo et n'ayons pas peur les uns des autres par rapport à ça. Donc oui, au contraire, allons-y sur l'internationalisation. Merci beaucoup. Oliver, one question for you. En tant qu'observateur, tu as un point de vue un peu privilégié là-dessus. Est-ce que tu penses que l'implantation de champions internationaux est une vraie menace? Is it a real threat that some international companies in crowdfunding might come into France or some European countries? What's your vision about it? It might be a threat to you or somebody who operates a crowdfunding platform, but I think it's an enrichment for the economy. And since we are in Europe, you cannot actually prohibit that either. It's possible already today, and if somebody would want to do it, they could do it. And as far as I know, they have done it already. So I think you should see it as an opportunity because it enriches your own ecosystem and it creates competition which will improve the market in the long term. Sur l'internationalisation, pour que ça puisse exister, il y a des questions juridiques qui se posent. On va essayer de ne pas rentrer dans trop de détails sur les points juridiques, mais c'est quand même peut-être intéressant de donner une vision là-dessus. La première, peut-être sur le financement participatif sous forme de prise de participation au capital. Une petite question à titre d'exemple. Est-ce qu'une plateforme qui est basée en France, avec un statut en France, peut proposer à un Européen de n'importe quel pays d'investir au capital d'une entreprise française? Voilà, c'est une question que j'ai envie de vous poser, Sébastien Raspiller. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut répondre à ça par oui ou non, ou est-ce qu'on est dans une zone un peu plus grise que ça? Non, c'est assez simple. Merci beaucoup pour cette question. On a vous avez compris, un certain nombre de statuts. Ce qu'a créé le cadre réglementaire, c'est, j'ai envie de dire, la marche qui manquait entre rien et le statut qui existait déjà, que certains ont pris, acteurs du crowdfunding, qui est plus complet. Et on retrouve cette différente marche aussi par rapport à ces problématiques-là. Pour être clair, aller démarcher au sein de l'Union européenne, il faut pouvoir être autorisé pour ce faire. Et en gros, si vous êtes prestataire de services d'investissement, alors oui, vous pourrez. Mais pas SIP. Voilà, c'est la marge d'escalier qui est la marge d'escalier. Et j'ai envie de dire, pour rejoindre ce qu'a dit Arnaud Poissonnier, la marge d'escalier, c'est fait pour que l'acteur se lance sans avoir trop de barrières à l'entrée. Mais s'il veut croître, s'il veut se développer, il faut qu'il franchisse les marches. Donc la première marche, non. La deuxième, oui. Voilà, c'est un peu compliqué, mais je crois que ça se marie bien avec la logique d'internationalisation. Si vous voulez aller à l'étranger, vous ne pouvez pas être tout petit, vous ne pouvez pas avoir zéro de fonds propres. Il faut vous mettre un peu au niveau. Et après, pour répondre très concrètement à la question, vous êtes prestataire de services d'investissement, vous allez voir l'AMF, vous dites j'ai envie d'aller prester en Allemagne ou je ne sais quoi. L'AMF va avertir son homologue là-bas. Et puis après, avec les histoires de passeport européen, etc., ça va assez vite et assez simple, normalement. Mais voilà, les petits acteurs, non. Mais en même temps, c'est logique. Si vous voulez vous internationaliser, vous êtes déjà un acteur d'une certaine taille. Alors, toujours sur la prise de participation au capital, la question miroir. Est-ce qu'une plateforme française peut aller chercher une entreprise basée aux Pays-Bas et proposer à des Français d'investir au capital de cette entreprise-là? Ça, je crois que ça pose des questions de comparabilité du droit par rapport aux règles qui ont été édictées. Alors, peut-être une question pour Benoît et pour Reed. Oui, alors effectivement, il y a effectivement là-dessus aussi des questions. C'est comment on internationalise les plateformes françaises déjà sur l'activité en France. En fait, d'après ce qu'on comprend, mais là je parle sous le contrôle du Trésor, c'est on peut et de l'AMF, Nathalie, on peut proposer des entreprises de droit étranger simplement. On doit s'inscrire dans le cadre réglementaire français qui définit des obligations de la part des émetteurs, des obligations de respect de certaines clauses statutaires, etc., de fonctionnement. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement,
techniquement on pourrait. La réalité, c'est que aller s'assurer de l'exact respect des règles françaises par des sociétés dont le droit du code de commerce ou les équivalents de code de commerce dans les pays étrangers serait appliqué, c'est très compliqué. J'ajoute que ces questions et les questions précédentes et les questions qui vont suivre posent immédiatement la problématique d'une directive européenne. Parce qu'on voit, comme on a vu, comme on a dit tout à l'heure, quand nous conseillons des étrangers, ils ne comprennent pas les complexités du système français et quand ils vont à l'étranger, quand les Français vont à l'étranger, ils sont confrontés à ces problèmes. Le statut PSI est compris, un peu lourd. Est-ce qu'il convient d'avoir un statut européen pour l'équivalent de CIP et aussi pour le prêt? Ça, c'est une question justement sur laquelle on va arriver après, la question de la directive européenne, et ça pose des questions intéressantes. On a parlé de prise de participation à capital. Maintenant, peut-être sur le prêt, Arnaud Poissonnier, est-ce que vous pouvez nous parler de vos expériences en termes d'internationalisation, parce que je crois que c'est intéressant comme témoignage. On en parlait tout à l'heure. C'est plutôt cocasse, j'allais dire. Parce que nous, dès le début, effectivement, de Babylone, on s'est dit, mais ok, on a qui va en face de nous, il faut qu'on devienne là encore un acteur global européen. Et donc on s'est dit, on va aller semer Babylone dans les marchés qui nous paraissent assez naturels, en l'occurrence l'Allemagne, la Belgique. Hein, les Belges viennent tout seuls sur Babylone, donc ils adorent Babylone, donc c'est assez sympa. Et donc on est parti dans une démarche de se faire, entre guillemets, agréer dans ces pays-là. On a fait l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Et on s'est fait accompagner par des partenaires. On avait ING avec nous sur la Belgique, on avait Cortal Consort sur l'Allemagne, donc des poids lourds de la finance locale qui étaient capables de nous ouvrir les portes, nous accompagner, etc. On s'est fait jeter par les 3 banques centrales, Italie, Belgique, Allemagne, qui nous ont dit, mais en fait, votre truc, c'est de la quasi-activité bancaire. Nous, au regard des textes européens, des textes belges, allemands et italiens, on considère que vous n'avez pas le droit d'exercer, vous êtes un intermédiaire bancaire, et pire, vous savez, nous chez Babylone, on travaille en intermédiation avec ce qu'on appelle des institutions de microfinance qu'on va agréer, et qui vont, grâce à nous, lever de l'argent pour leurs projets, c'est pour leurs bénéficiaires de microcrédit. Et donc les réponses qui nous ont été faites, notamment par l'Allemagne, hein, c'était écrit, c'était dire, pour exercer en Allemagne, il faut que vous soyez intermédiaire financier allemand, et qu'en plus, toutes vos institutions de microfinance soient agréées banque allemande, pour pouvoir solliciter les Allemands. Donc il fallait que notre petite association au fin fond d'un bidonville aux Philippines obtienne un agrément de banque allemand. Enfin, c'était juste grotesque. Les Belges ont fait pire, ils ont été vachement sympas, les Belges. Les Belges, on leur a fait une demande écrite, donc ils nous ont fait une réponse écrite, allez vous faire voir. Et après, ils ont décroché leur téléphone, ils ont appelé l'ACP, en disant à l'ACP, mais attendez, vous avez autorisé, parce que nous, avant les statuts actuels, hein, on avait obtenu un accord écrit de l'ACP qui disait si vous le faites comme ça, vous n'êtes pas hors la loi, vous pouvez le faire, etc. Et la CBFA, ils ont appelé l'ACP en disant à l'ACP, mais attendez, vous avez autorisé Babylone, nous on considère que c'est pas légal, vous êtes sûr, vous n'auriez pas dû accepter. Alors là, je reçois un coup de téléphone de l'ACP paniqué qui me dit mais Monsieur Poissonnier, qu'est-ce qui se passe? On reçoit un coup de téléphone de la Banque centrale belge, du régulateur belge, vous avez changé votre modèle? Je dis non, on n'a pas bougé un chouïa de notre modèle, on a juste fait une demande à Belgique. Et là, l'ACP nous dit ah bon, si vous n'avez pas bougé de votre modèle, mais vous voyez, même en Europe, ils sont pas très sympas. Et donc voilà, on est confronté à ce problème, et qui me fait rebondir effectivement sur ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui il y a urgence à ce qu'on aille vers des textes d'harmonisation européenne. Hein. C'est la même chose pour le prêt rémunéré, et de fait, malheureusement pour le prêt solidaire, on est assimilé à de l'activité bancaire locale, et donc on est dépendant des lois locales, ce qui ne nous permet pas de nous déployer. Clairement, c'est un véritable obstacle, alors que naturellement les Européens viennent à nous. Sur Babylone, par exemple, on a sur les 6 premières nationalités prêteuses, on a 5 pays francophones. On a les Suisses, les Luxembourgeois, les Belges, les Canadiens, les Anglais, etc. Donc une grande partie de nos prêteurs sont des Européens, viennent par nature, mais on a interdiction d'aller les démarcher, sinon c'est la prison directe. Donc on a un vrai problème, et ça passe, je pense, vu la lenteur et vu la faible réception des régulateurs locaux, par une directive européenne. Je pense qu'on n'y échappera pas, et il y a urgence à le faire pour qu'on puisse devenir des acteurs globaux, c'est très clair. Juste, peut-être si vous permettez, par rapport à tout ça, alors je n'ai pas du tout de réponse de juriste,
Nous, à Europlace, on a une obsession, c'est le level playing field pour notre ami, c'est-à-dire l'équité concurrentielle. Je crois que ce qui est très intéressant dans tout ce qui a été dit, c'est que on voit bien qu'il ne s'agit pas d'ailleurs d'avoir un modèle unique, on verra après sur la question de la directive, mais au moins d'être toujours très vigilant sur la façon dont on établit les règles, dont on met en œuvre les règles, parce qu'on n'est pas sur des marchés qui sont complètement fermés, parce qu'il faut être constamment à l'affût de ce qui se passe chez les autres. Là encore, il ne s'agit pas de dire d'être toujours à la remorque, de faire forcément le nivellement par le bas, mais d'être toujours très très vigilant par rapport à ce point-là. Parce que si on n'a pas un minimum de règles un peu harmonisées les uns par rapport aux autres, ça va bloquer les choses et on va perdre par rapport à nos concurrents. Je crois que c'est un point qui est vraiment très important. Fried, oui, vous voulez réagir? Donc, tu as mentionné le mot urgence. Et moi, j'ai mentionné le mot essentiel. Quand on parle d'internationalisation, harmonisation et rendre fluide le financement participatif en Europe. Je fais la distinction entre urgence et essentiel parce qu'il faut reconnaître que les régulateurs, les législateurs ont des préoccupations tout à fait légitimes de protéger l'épargnant, de protéger les investisseurs, d'éviter. On n'a pas encore vu des cas de fraude qu'on craint, qu'on redoute. Mais ça viendra. Donc, je dis aux régulateurs, à l'administration, aux législateurs, vos préoccupations sont légitimes, mais il faut les surmonter. Et donc, je reviens à cette distinction entre essentiel et urgence. Je pense qu'il faut un peu d'expérience et il faut démontrer, non seulement pour les questions de réforme, mais aussi pour susciter un intérêt, l'intérêt possible du crowdfunding qui est énorme. Il faut un track record et ça ne se mesure pas en jours, en mois, mais j'espère pas en beaucoup d'années. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on voit, c'est que oui, l'internationalisation est indispensable, mais qu'en fait, les règles aujourd'hui qui sont relativement locales nécessitent que les plateformes s'adaptent à chacun des marchés européens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quelles sont les solutions possibles pour accélérer cette internationalisation? What are the possible solutions to accelerate this internationalization? Première sous-question dont on a déjà un peu parlé, est-ce qu'il faut une directive européenne crowdfunding? Should we have a European directive about crowdfunding? Oliver, peut-être là-dessus, parce que je crois que ça fait assez longtemps que tu réfléchis à ces questions-là. So I think we can think that we should have a European directive of crowdfunding. That doesn't mean that we will have one. We need to probably look a bit closer at how the European Commission, the Parliament and the Council work in setting up policy. And how national interests are represented in these discussions as well. So it's a good aim to say we want to have a European crowdfunding directive, but realistically we don't have a European venture capital directive, we don't have a European business angel directive, we don't have a lot of other things we should have as directives as well. There's two ways how we can move forward. We can either convince on European level that existing directives like MiFID or IFM, then when they are being reviewed, that there are exceptions created for crowdfunding that are adequate for fostering a healthy economy within the sector, or which maybe is a bit more challenging, but which would be a question to the national regulators and national ministries to cooperate amongst each other and not to try to do something completely opposite than the other ones do. So if we look at the regulation and for crowdfunding that exists today in France, in UK, Italy and Germany, that's our four major economies. Italy is in shatters a bit, but still our four major economies, they're not compatible. And if you look at what the Germans just done, a few weeks ago, you wonder if they have read what the French did, or you wonder if they have talked to the Brits. And so that is another way we can collaborate and we can identify a basic denominator that would allow crowdfunding to prosper across Europe without having a European directive, which might take 10 years from now. Yeah? I mean, I did lobbying for the European venture capital industry about 15 years ago, and it took that sector 25 years to get a European passport, not even a directive, in order to have it easier to operate across Europe. So, I mean, let's be realistic about what we can achieve on European level. We need to have the discussion there, but we have to have national actors, and that's ministries, and that's regulators, and that's you as well, to really push for harmonization already before we even get that discussion done there.
Just for your interest, the European Commission is discussing crowdfunding, the European Parliament is discussing crowdfunding, and next week the European Council, so that's the prime ministers or the ministries of finance, will also discuss crowdfunding. But we don't know if that will be positive or negative, because the people that will discuss it, in all likelihood, can't even spell it. So we still have a long way before we get a positive policy out of Brussels. And we have to focus on national initiatives right now. Sorry if that is not too positive. Est-ce qu'il y a d'autres actions à ça, bien sûr? Oui, je crois que derrière le sujet d'une directive ou pas d'une directive, le vrai débat de fond, c'est l'harmonisation. C'est-à-dire que le vrai point dont on a besoin, c'est d'harmoniser les règles au niveau européen. On vient de le voir, hein, c'est très compliqué pour les plateformes de pouvoir agir dans différents pays. Et ça, c'est très gênant pour le développement. Donc une fois qu'on a dit ça, quand on regarde dans le détail, pourquoi c'est urgent, comme on le disait tout à l'heure, c'est que on voit par exemple que les modèles choisis en Angleterre et en France, par exemple, sont très différents. C'est-à-dire que nous, comme on l'a rappelé ce matin, sur le plan de l'equity, on a choisi un modèle qui repose sur le conseil en investissement. Le conseil en investissement, c'est un des services financiers qui est défini dans les directives européennes, là où le modèle anglais repose sur la promotion de produits financiers. Et ça impose des modifications, des différences de process, de traitement des dossiers, d'approche des clients, qui font que finalement, même avec un passeport, on est sur des métiers qui deviennent quasiment différents quand on veut s'internationaliser et agir dans différents pays. Et donc, très probablement, il faudra un jour une directive, et je pense là-dessus que la directive, elle ne devra pas être simplement focus sur le crowdfunding. Je pense qu'on parle de quelque chose qui est plus large, qui est tout simplement comment on met les évolutions digitales, comment on met Internet au cœur du secteur financier. Et je pense que le crowdfunding est une bonne manière de commencer à appréhender ces sujets-là, mais on ne pourra pas s'en tenir simplement au crowdfunding. Alors, si une directive, je dirais, est quand même assez compliquée à obtenir, ce qu'a l'air de dire Oliver, Oliver disait il faut du coup que les régulateurs parlent entre eux, mais sans finalement qu'il y ait peut-être de chapeau européen. Est-ce qu'on a déjà des cas dans le secteur financier où ça a fonctionné? Peut-être, ça c'est peut-être une question pour Sébastien, Alain. Est-ce que dans la pratique ça peut marcher sans qu'il y ait réellement à un moment le régulateur européen qui tienne le champ? Sur la question générale, déjà vous parlez de directive. Si j'étais vous, je parlerais plutôt de règlement. C'est quand même beaucoup plus harmonisateur qu'une directive. Une directive, vous avez 28 options nationales après. Ça, c'est un conseil. Voilà. Les règlements, en plus, ça va plus vite. Cela étant, sur le fond, il n'y a pas de décision de prise, il n'y a pas forcément de position. Mais je crois que la démarche qui est de dire il y a cette nécessité-là, elle est assez générale. Et c'est pour ça qu'on parle par exemple au niveau de la Commission européenne, d'autres aussi, union des marchés de capitaux. Alors pour l'instant, c'est un terme qu'est-ce que c'est concrètement derrière? Je crois que le crowdfunding s'insère bien là-dedans, et aussi par rapport à la question première qu'on a eue dans cette table ronde, aussi sur les émetteurs. Quand Benoît dit oui, est-ce que la société néerlandaise respecte bien les règles qu'on a fixées nous au niveau national avec notre code de commerce et droit des sociétés, on voit bien qu'il y a quelques différences. Donc c'est assez vaste, et en tout cas cette démarche de dire il faut essayer de lever certains freins injustifiés parce que c'est national, oui, c'est une démarche assez profonde et laquelle on soutient. Maintenant, sur tel ou tel sujet, il y a évidemment des harmonisations qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Il y a quand même des forces nationales qui sont extrêmement fortes. Par exemple, je pense au droit des sociétés, ça me paraît assez évident. Marché financier, en revanche, c'est déjà très harmonisé. Et c'est là où, par rapport à cette problématique, directive, règlement ou pas, il est clair qu'on a des textes type MIFID, MIFIR, AIFM qui harmonisent, qui font des passeports, et dans lequel, quelque part, le crowdfunding s'intercale. Donc, moi, mon sentiment, encore une fois, ce n'est pas une position officielle, mais mon sentiment, c'est qu'effectivement, il y a des choses à traiter qui sont déjà par rapport à des problématiques qui sont européennes, et que donc, dans ce cas-là, la réponse est européenne. Pourquoi est-ce que nous, on a voulu faire une réglementation rapide? C'est aussi pour dire il y a besoin de travailler sur certains sujets. On voit que d'autres pays le font. Évidemment, ce n'est pas les mêmes réponses, parce que quand on fait au niveau national, on se cantonne à ça et on ne va pas penser au niveau européen tout de suite. Ça arrive dans une deuxième étape.
par rapport au sujet essentiel ou urgent, donc l'essentiel, c'est la prestation aussi des acteurs, et je pense que ce que vous direz de manière plus ou moins unanime aura un impact sur après les décisions qui seront prises au niveau européen. Sur l'urgence, il est clair que par rapport à l'internationalisation, on ne voudrait pas que pour des difficultés de barrières nationales, au niveau européen, on n'arrive pas à faire émerger de grands champions, parce que derrière, il n'y a pas que l'Europe, il y a l'Asie, il y a les États-Unis, etc. Oui, peut-être pour prolonger ce qu'a dit Sébastien sur 2 points. Le premier, sur le plan européen, on a vu dans d'autres activités financières à quel point c'était effectivement important d'avoir cette harmonisation au plan européen. C'est effectivement quelque chose qui est très long. Je crois que quand on prend le secteur de la gestion d'actifs, donc les fonds d'investissement, les fonds communs de placement, les SICAV pour reprendre les termes français, c'est quelque chose qui a commencé en 1985. On a prolongé, approfondi ce marché. Et je pense que c'est plutôt dans l'intérêt évidemment des investisseurs. C'est évidemment important pour la satisfaction des besoins d'investissement à long terme. Et je pense que par ailleurs, ça a été très bénéfique pour les acteurs français. Donc, par rapport à ce qu'on a vécu dans d'autres domaines du secteur financier, je pense que ça a un intérêt d'aller vers cette harmonisation. Après, sur le chemin précis, le rythme, etc., ça, je sais pas, je voudrais surtout pas préjuger. Le deuxième point, je crois, comprendre que au moment où on s'interroge dans cette table ronde aujourd'hui et en France et dans d'autres pays européens sur l'harmonisation au plan européen, qui là encore ne signifie pas une uniformisation par rapport à nos modèles respectifs. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, alors qu'on pourrait se dire c'est un gros marché avec les mêmes règles par définition partout, ils sont plutôt en train de faire un chemin inverse, d'éclatement peut-être de leurs règles nationales. Donc à la limite, pourquoi pas, profitons-en nous pour montrer que l'approche européenne, l'approche communautaire, ça peut avoir du sens par rapport à nos petits amis et concurrents américains. Oui, c'est sur l'equity crowdfunding notamment ce à quoi vous faites référence, puisque peut-être Benoît, je crois que tu peux en dire un petit quelques point mots. sur l'equity crowdfunding, effectivement aux États-Unis, il y a eu le Jobs Act qui a été voté il y a quelques années maintenant. Je crois que de souvenir c'était en 2012. Qui a jamais été mise en œuvre par la SEC, et au final, qu'est-ce qu'on voit, c'est que à partir du moment où la SEC a pas voulu, au plan national américain, traiter le sujet du crowdfunding, finalement les États, au niveau local, sont en train de prendre des réglementations qui sont État par État. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus d'une quinzaine d'États qui sont déjà dotés de réglementations sur le crowdfunding, toutes évidemment différentes, et derrière, ça devient très compliqué pour eux de réharmoniser tout ça. Donc là-dessus, effectivement, l'Europe a une carte à jouer qui est très nette, et c'est assez rare. Sur la partie equity crowdfunding, mais après c'est vrai que sur le prêt ou sur le financement participatif sous forme de dons, mécaniquement aux USA il y a un marché domestique de 360 millions d'internautes, quand il faut un boulot beaucoup plus important de la part des plateformes européennes pour s'adapter à chaque règle locale. Du coup, peut-être une question liée à ça, en dehors de la partie harmonisation juridique, qu'est-ce qui peut être fait pour aider à faire émerger des champions nationaux qui vont s'européaniser ? Évidemment, il y a toute la question du financement de ces entreprises. C'est vrai qu'on voit les montants de levée de fonds aux USA. Bon, ils ont un marché domestique beaucoup plus gros qui est nettement plus important. Quand vous levez 10 millions aux USA, vous allez lever 1 million en France. Donc, est-ce qu'il faut qu'il y ait des relais d'institutions qui vont peut-être donner un coup de booster pour le secteur ? Alors, c'est déjà le cas finalement aujourd'hui, puisque ces assises, c'est un très beau coup de projecteur. Il y a BPI qui fait déjà des choses aussi pour aider le secteur. Est-ce que certains d'entre vous ont des avis là-dessus, des appels à faire peut-être à certaines institutions pour dire voilà, il faut que vous engagiez vous aussi, il faut que vous alliez plus loin pour aider ce secteur-là à émerger et pour aider des champions nationaux à émerger ? Est-ce que certains d'entre vous là-dessus ont un avis, un appel, avec des cas concrets peut-être en tête ? Je crois qu'un des premiers sujets, avant même de rentrer sur comment des acteurs institutionnels peuvent faire effectivement de l'abondement ou des garanties, etc., tout ça, c'est vrai, on pourra y revenir et le détailler. Mais le sujet primordial, de mon point de vue, c'est de garder cette agilité qui a été annoncée au moment du vote de la loi et de sa mise en œuvre, qui est de dire finalement il faut qu'on maintienne sur un secteur qui est très nouveau, qui va très vite, sur lequel la concurrence est très forte, les évolutions d'usage, les évolutions technologiques sont très rapides, maintenir la possible agilité de la loi et de la réglementation. C'est-à-dire que il y avait des points semestriels qui étaient prévus entre les plateformes, les régulateurs, l'État, pour pouvoir
faire des remontées de ce qui se passe sur le terrain et pouvoir ajuster la loi dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. C'est aussi important de pouvoir ouvrir ce qui est trop restreint que de pouvoir limiter les abus quand ils apparaissent le plus rapidement possible. Donc je pense que ça c'est un des sujets fondamentaux. Action là-dessus. Oui, Arnaud. Oui, moi je reviens sur l'histoire que j'évoquais en introduction du global winner. C'est que fondamentalement aujourd'hui, et d'autant plus avec la loi française qui libéralise et qui ouvre assez clairement ce marché à beaucoup d'acteurs. On est, je sais pas combien il y a de plateformes, mais il y en a d'ailleurs plus de 100 en France et je pense dans 2 ans il y en aura 200, 250. Pardon, il n'y aura pas de la place pour les 250, donc pour les créateurs, je pense que, je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin, mais quand même, il y a un petit point d'interrogation qu'il faut lever aujourd'hui, c'est de se dire, ok, il y a un engouement pour le crowdfunding en France, ok, la loi est magnifique, attention qu'il va y avoir de la casse, donc c'est pas le débat de là, mais ça accentue le fait, la loi française accentue le fait que il va y avoir nécessité pour que quelques acteurs en France deviennent des gros acteurs, que ces acteurs puissent travailler sur leur marque et sur leurs moyens d'être reconnus pour devenir des acteurs globaux. Et ça nécessite de lever des fonds. On a beau, quels que soient les métiers, que ça soit sur le don, l'equity, le prêt, vous avez certes la dimension de mon outil est beau, fonctionne bien, il viralise bien, etc. Mais vous avez aussi une dimension de marque qui est tout à fait essentielle sur les plateformes de Don Rewards, c'est cibler un maximum de projets pour qu'il y ait beaucoup de projets qui fassent de l'autocollecte et que la plateforme grossisse. Sur les plateformes d'equity ou de prêts rémunérés, c'est fédérer une communauté d'investisseurs, donc d'épargnants, parce qu'on n'est pas dans l'autocollecte, on est plutôt dans l'épargne grand public, enfin en partie. Et donc dans les deux cas, il y a un énorme enjeu de marque et de reconnaissance et de visibilité de la plateforme au-delà des moyens qu'elle doit déployer en interne. Et ça passe par de la capitalisation de ces entreprises. On est à l'année 5 du crowdfunding en moyenne en France. C'est seulement maintenant qu'on commence à voir des fonds d'investissement qui s'intéressent au sujet. Ces dernières semaines, il y a quelques fonds d'investissement qui ont commencé à s'intéresser aux plateformes. Moi, je pensais que ça arriverait beaucoup plus vite. C'est seulement maintenant. Je pense qu'il faut effectivement, il est assez sain que des fonds s'injectent dans les plateformes françaises. Alors moi, je fais pas d'appel parce que moi, je suis en dehors du spectre. Moi, je fais un tour de table tous les ans, mais je suis un social business. Donc, quand on va voir les fonds d'investissement, ils disent c'est quoi votre truc? C'est merdique comme modèle économique. Passez votre chemin. Donc, pourtant, on a l'un des plus beaux métiers du crowdfunding parce qu'on est hyper sociaux. Donc, on n'est pas concerné par la capitalisation ou assez peu par mais les grosses plateformes commerciales, il faut absolument qu'elles lèvent beaucoup d'argent parce que, au-delà de la problématique réglementaire, pour devenir des acteurs globaux, il faut des moyens. Et sans moyens, on disparaîtra. C'est très clair. Juste un point pour me réjouir évidemment que les acteurs de la sphère financière investissent ce secteur-là. C'est vrai évidemment des investisseurs. Je pense que c'est vrai aussi des acteurs plus traditionnels entre guillemets, établissements bancaires ou autres. Je crois que là encore, c'est par rapport à ce qu'on disait, par rapport à l'attente qu'il y a sur le crowdfunding, par rapport par ailleurs à ce qu'on a indiqué sur l'internationalisation, c'est totalement indispensable d'avoir ces acteurs qui s'engagent là-dessus. Ça participe du mouvement de professionnalisation aussi qu'évoquait Hubert de Voplan tout à l'heure. Voilà, je crois qu'il faut vraiment pas avoir peur de ça. Au contraire, on y a intérêt et je pense que ça répond tout à fait à ce qui a été dit à l'instant par Arnaud. Donc allons-y. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. Voilà, donc il y a des micros qui vont se promener dans la salle. Je vous invite à lever la main pour vous manifester. Hi, this is a question for Reid Feldman. I'll ask it in English if that's okay. Concretely, what is your advice for French platforms who need to onboard investors outside of France? We saw that there was a case a few weeks ago where the SEC fined a platform $25,000 for not having taken reasonable steps to verify the accreditation of American investors. And so I'm curious to know, if you just have the CIP status, can you onboard a UK investor, given that the UK has legislated on this, and that the French legislation is, I guess, stricter than the UK on the accreditation of investors? Ok, donc je vais répondre en français. La question, c'est une comparaison. La question concerne le Royaume-Uni et, si j'ai bien compris, comment, pour une plateforme française, aborder le marché anglais, britannique. Donc, une première réponse a été donnée tout à l'heure. Donc, il faut respecter
la législation locale. Depuis le mois d'avril, le régulateur anglais a mis en place un système qui est différent du système français. Et je pense que c'est pareil dans tous les autres pays. Si on s'aventure à l'étranger, il faut se faire conseiller et c'est coûteux et ça peut être dangereux. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième question qui est posée par votre question, c'est la question de l'échelle. On a parlé de globalisation, on a parlé de le morcellement du marché de crowdfunding en Europe. La question de l'échelle, c'est est-ce que la France est un terrain assez vaste pour favoriser le développement de ce métier? Et je pense que ça peut être le cas, mais ce n'est pas certain. Et il est sûr que l'industrie de financement participatif va profiter par une extension de l'activité à l'échelle européenne qui est un terrain bien suffisant pour favoriser le développement de cette activité. Thank you. Juste pour rebondir là-dessus, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les modèles économiques. C'est-à-dire que beaucoup des métiers du crowdfunding sont contraints par des modèles économiques de volumétrie parce que les marges sont faibles. Et avec le développement des plateformes concurrentes, les marges devraient plutôt avoir tendance à baisser. Et donc toutes ces plateformes, beaucoup des plateformes sont condamnées à devenir très grosses pour être rentables, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs, ceux qui vont capitaliser le secteur. C'est plus dur pour nous sur le terrain, mais donc ça va clairement dans le sens de la nécessité des plateformes de pouvoir être globales pour atteindre ces dimensions et ces seuils critiques de rentabilité aussi par rapport au modèle économique. D'autres questions peut-être? Ma question... Pardon, il y a un micro déjà là. On va vous passer la parole après. Juste il y a un micro qui est là-bas. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Donc ma question, je suis président du club des Eco Business Angels et par ailleurs je suis aussi président d'honneur d'une association sino-européenne dans le domaine de l'environnement. Et ma question concerne les liens entre la Chine et du moins on a parlé tout à l'heure de Alibaba qui se met dans le crowdfunding. Des entreprises chinoises viennent de plus en plus en Europe et en France en particulier. Peut-être pour bénéficier de l'image de marque Made in France. Comment est-ce que le crowdfunding s'insère là-dedans? Est-ce qu'il y a des pistes intéressantes, en particulier pour les entreprises européennes et françaises? Alors, sur la Chine, si vous lancez Europlace, on en a pour des heures, hein, vous savez. Non, il y a clairement un mouvement très fort qui se passe. Alors, c'est pas directement sur le crowdfunding, mais encore que il peut y avoir des liens qui, évidemment, sur l'internationalisation du renminbi. Et là-dessus, il est tout à fait crucial, stratégique pour les entreprises françaises et pour les acteurs financiers français de se positionner. Et je pense qu'on est plutôt bien placé par rapport à nos concurrents européens. Il y a vraiment un grand travail de fond qui a été fait, d'ailleurs, avec les autorités là-dessus. Alors après, est-ce que par rapport au sujet du crowdfunding lui-même, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que de toute façon, ça fera partie de ce mouvement-là. À partir du moment où on enclenche cette dynamique, cette volonté d'échange, c'est clair que les Chinois sont très attentifs à tout ce qui se passe chez nous. On voit qu'il y a beaucoup d'actifs très très intéressants. Et il n'y a pas de raison que le secteur du crowdfunding soit complètement à l'écart de cette dynamique qui a été enclenchée. Je sais pas. Je sais que sur notre métier, en tout cas, les ponts entre plateformes européennes et plateformes chinoises, aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a quasiment pas. Le web chinois, enfin, moi, la vision que j'en ai, c'est que c'est très spécifique, avec des acteurs souvent locaux qui grossissent vite. Et en fait, autant il y a souvent des contacts entre sites européens, opérateurs européens, je parle là vraiment de la partie web, et américains, Amérique du Nord, etc. Autant je pense qu'il y a un peu une barrière sans doute culturel, de langue, etc., entre le web que je dirais occidental et le web chinois qui est quand même très spécifique. Voilà, moi je connais assez peu d'acteurs web occidentaux qui ont une vraie bonne connaissance du web chinois, donc du coup les passerelles sont pas du tout évidentes en fait.